Mais ok, alors on peut avancer. Notre troisième joueur du jour, on peut aller sur Bogdan Bogdanovic. Petit topo, 30 minutes par match en moyenne pour Bogdanovic cette année, 30 minutes par match sur 79 matchs. En termes d'efficacité, on est à 98 de true shooting plus, donc moins 2% par rapport à la moyenne qui est à 100. Moins 2% d'efficacité relative à la moyenne sur 22% d'usage. En fait, on est pour te lancer sur un des meilleurs sixième hommes de NBA, sixième homme entre guillemets, qui en fait, mine de rien, a un vrai temps de jeu titulaire. Oui, c'est ça. Ben, c'est vrai qu'il y a, on pourrait se dire, vu qu'il y avait Dejounte Murray et Trae Young devant lui dans la hiérarchie, ben, qu'il allait avoir un temps de jeu pas si élevé que ça. Ben, déjà, la saison dernière, c'était 28 minutes en tant que sixième homme. Là, cette année, il est monté même à 30 minutes. Et ben, c'est vrai que c'est là on a pu voir quand même que ça reste un joueur offensif qui est très bon. Déjà, de base, on sait que c'est quand même un excellent shooter. En carrière, il est à 38,4% à 3 points et 84% au lancer franc. Et il a vraiment cette capacité à jouer à shooter très vite, pardon, et à également être capable de jouer à la fois avec le ballon et sans le ballon. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup son jeu sans ballon parce que il va lire la défense et ben, proposer des coups vers le cercle ou ben, des démarquages comme ça en anticipant les schémas défensifs. Et c'est ce qui lui permet ben, de trouver ses positions de tir ou même de trouver des angles de drive de cette manière. Et je vais t'amuser à regarder un peu le nombre de possessions off-screen de Bogdan Bogdanovic. Donc c'était à 13%. Donc juste derrière des shooters comme Grady Dick, Luke Kennard ou Chris Peart du côté de Washington. Ouais. Sauf que la différence, c'est que eux, ce sont des shooters purs qui font pratiquement que ça. Là où Bogdanovic, il a quand même cette menace du drive supplémentaire qui lui ouvre son jeu derrière vers du passing ou du scoring à mi-distance. Ouais, tu veux dire, il fait autant de sorties d'écran que certains shooters purs, alors qu'en fait, lui, c'est Oui, aussi un profil complet. Mais oui, je suis d'accord. Hein, ouais, ça. c'est aussi pour ça qu'on a, enfin, je souligne ça, c'est qu'on a un gros minutage, mais c'est pas pour rien, quoi. C'est bon, il sort du Mm. banc, mais pourquoi il sort du banc? Parce qu'on avait Trae Young et Dejounte Murray, je pense, hein. Mais en fait, c'est un mec qui est un vrai créateur, quoi. Je pense que on peut pas trop le comparer à des shooters un peu exclusifs. On a affaire à un mec qui est vraiment complet et je pense un peu sous-estimé en NBA depuis qu'il est arrivé, parce que c'est de la vraie création de bon niveau, quoi. Je pense que le passing, c'est clairement un aspect où, bah, si tu regardes pas trop Atlanta ou même à l'époque Sacramento, tu n'étais pas au courant, mais il y a quand même un très très beau répertoire de passes, hein, chez Bogdanovic. Donc, ne serait-ce que cet aspect-là. Et puis en plus aussi au niveau du scoring, donc le spacing et tout ce qui est shoot de très haut niveau, ça c'est bien, mais en plus, comme tu dis aussi, cette diversité dans le shoot fait que ça peut être non seulement une menace off-ball juste pour du spacing, mais aussi être un peu un créateur d'attaque un peu indirect avec des sorties d'écran où bah, c'est lui qui va créer le décalage, mais un peu off-ball. Il peut aussi faire du pull-up assez facilement. Enfin bref, il peut un peu tout faire. Et la seule raison pour laquelle il est un peu moins efficace cette année, c'est que il a été un peu moins efficace à 3 points, notamment. Donc forcément, quand tu prends, alors c'est combien? C'est plus de 8 par match, plus de 8 3 points par match, et que tu es un peu moins efficace qu'avant, donc 37 comparé à 40, bah, tu prends tellement de tirs à 3 points que donc ça va un peu affecter le tout, forcément. Donc on a un peu cette nuance-là, mais en dehors de ça, tu vois, c'est aussi un truc un peu bizarre, je sais pas, mais en termes de drive, il en fait pas tant que ça. Mais quand il en fait, en fait, il est assez efficace, quoi. Tu vois, 1,17 points par tir sur des tirs en fin de drive, bah c'est quand même pas mal du tout, quoi. C'est vraiment bon, c'est efficace. Alors, c'est pas au niveau d'élite, mais c'est efficace. Le seul problème, entre guillemets, c'est que c'est un mec qui fait très très peu de drive comparé à ses pairs, on va dire. Tu vois, je m'étais amusé à regarder les mecs qui font plus de 6 drives par match, un peu comme lui. Donc, c'est pas non plus un énorme total, hein, c'est plus de 6 drives par match. Bah, le truc, c'est que si tu le reportes au minutage, bah, donc au ratio nombre de drives fait par minute passée sur le terrain, il est 105e sur 111 joueurs. Donc 111 joueurs NBA avec un certain nombre de drives, il est 105e sur 111 en termes de fréquence de drive, on pourrait l'appeler comme ça, le ratio drive par minute passée sur le terrain. Donc c'est un peu peut-être la seule limite de son profil de créateur, c'est qu'il y a le shoot, il y a le passing, mais il n'y a pas un peu ce côté, bah, je peux aller au panier un peu à volonté ou un peu plus facilement ou un peu plus fréquemment en tout cas. Quand il y va, ça marche, mais il y va pas autant que d'autres, il y va pas autant qu'il pourrait. Donc il y a peut-être un peu ce manque à gagner d'efficacité parce que le shoot est bon, mais là où sont tous les points les plus rentables, c'est au panier. Donc comme il y va moins, il y a moins ce côté aller gratter de la valeur là, quoi. Ouais, ça, ben, même on voit depuis le début de sa carrière, sa fréquence de tir au cercle, elle est toujours dans le 25e centile. Là, il a fait une saison dans le 35e centile en termes de fréquence de tir au cercle. Et c'est son max. Et en fait,
on voit que déjà il va peu au cercle, qu'il est pas très efficace également au cercle. Là, cette année, en termes d'efficacité, il était à 54%, donc le 13e centile à son poste. Et je pense qu'au final, c'est quand même un joueur qui est conscient de ses limites pour finir dans la raquette en NBA, mais qui du coup s'appuie sur son tir et en fait il s'appuie sur ce qu'il maîtrise parfaitement et il va un peu moins appuyer là où il va pas, où il est un peu moins bon. Mais c'est vrai que c'est assez dommage parce que au final c'est quand même un joueur qui est, je trouve, très bon sur pick and roll Ouais. parce qu'il a des bonnes lectures des écrans et notamment pour mettre son défenseur dans le dos et après jouer avec lui. C'est notamment un très bon joueur pour aller chercher les fautes, pas forcément sur tir. Mais c'est vrai que du coup le fait qu'il puisse pas il puisse pas mettre la pression au cercle indirectement, ça limite également son profil de scoring et ça l'empêche de pouvoir aller plus haut que ce qu'il est déjà. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a quand même vu en FIBA que il pouvait être létal sur ça. Ouais. Non, mais alors, soit il manque un peu d'explosivité, soit sinon un peu de taille, tu vois. Parce il a un style très méthodique, très lent, très skills finalement. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être quelques centimètres ou s'il faisait ça avec la taille de Luka Doncic, ça serait génial, quoi. Il pourrait y aller un peu à volonté, même malgré son manque d'explosivité. Mais c'est vrai que c'est pas trop le cas. Donc il y a peut-être cette pression au panier qui manque un peu. Et c'est marrant parce que tu disais tu citais les chiffres d'efficacité sous le panier. Alors, de tous les tirs sous le panier, du coup, où il est pas Oui, très bon, alors que tu vois les chiffres sur drive, sur les tirs en fin de drive, il est bon. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand il fait des drives, parfois il s'arrête un peu avant. Il va pas jusqu'au panier en fait. oui, c'est ça. Il y a parfois des tirs en fin de drive qui sont des petits flotteurs ou des petits jump shots à 1 ou 2 mètres du panier. Ou voilà. Donc hormis l'accès au panier, qui est un peu ce truc de la faiblesse de son profil, et c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'en fait, on a un attaquant très complet, je trouve. Peut-être un peu sous-estimé, à mon sens, en NBA, et peut-être pas toujours autant mis en avant, autant optimisé qu'on aurait voulu, parce que voilà, le spacing d'Atlanta, c'est pas génial, mais et lui, c'est un très bon joueur de pick and roll, donc on aurait voulu peut-être le voir un peu plus là-dedans. Mais après, l'autre problème, je pense, et là où il va perdre des points, c'est un peu la défense, quoi. Parce que ni en défense on-ball, ni en défense loin du ballon, dans les deux cas, on est sur la défense, sur la valeur un peu soit moyenne, soit négative, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est le gros souci et je pense que c'est ce qui limite aussi son statut peut-être de titulaire ou quoi que ce soit, c'est que finalement, de ce côté-là, il est un peu trop négatif pour son équipe parce que déjà off-ball, c'est un joueur qui est beaucoup attiré par le ballon, qui va tourner la tête vers la balle et ça peut lui arriver du coup que son adversaire direct puisse couper vers le cercle super facilement. Et également, il est pas super bon dans la lecture d'écran où il va rester bloqué parce que je pense qu'il y a également un souci physique pour lui où physiquement il peut se faire un peu balader Ouais. dans les écrans. Et c'est vrai qu'au final, c'est un joueur qui certes t'apporte de belles choses offensivement, mais qui également peut être facilement ciblé de l'autre côté. Après, intelligent, hein, QI basket, tu Oui, vois, pas mal niveau interception, compréhension du jeu, y a pas de souci. C'est les limitations parfois un peu physiques où il peut pas, en termes d'impact, rotation au panier, il y a pas, en termes de voilà ce genre de petits trucs. Donc un peu on-ball et off-ball, je trouve que c'est un peu, on est soit moyen, soit un peu négatif même une partie du temps. Mais donc c'est ce qui fait que, à mon sens, la défense le tire un peu vers le bas comparé à la valeur offensive. Mais si on fait la transition vers le classement, où est-ce que tu l'imaginerais, pardon, dans ce classement actuel, où est-ce qu'on met Bogdan Bogdanovic plutôt, pardon. j'hésite du coup. J'hésite avec KCP, peut-être derrière KCP. Mais le problème, en fait, l'avantage de Bogdan, enfin pour défendre un peu Bogdanovic, c'est qu'il y a quand même ses responsabilités balle en main euh, qui est la grosse différence avec Cadwell Pope. Donc, je pense que c'est autour de KCP, mais j'arrive pas à me décider vraiment sur son profil. Moi, à la base, je l'avais derrière Keegan Murray. Mais tu vois, en discutant, Ouais, d'ailleurs, c'est bien qu'on le fasse, hein, c'est pour ça qu'on fait les podcasts. En discutant, c'est vrai que je le mettrais peut-être au-dessus. Au final, donc je te suis par rapport à ton truc de base. Et après, oui, après, il y a duel avec Mike Conley. Et il y a duel avec Mike Conley. Et je ne sais pas comment régler cette affaire alors. Parce que donc là, on a KCP tout en haut, ensuite Mike Conley, ensuite Keegan Murray. Et donc la question, c'est où est-ce qu'on insère Bogdanovic par rapport à Mike Conley alors, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est ce que j'essayais de regarder. Moi, d'instinct, je le mettrais peut-être en dessous, sous Mike Conley, peut-être, pour la défense, Ah là ouais, où Mike Conley a plus de valeur, mais
Je sais pas à quel point. Après, c'est une question de pondération. Hein. Je pense qu'on est d'accord sur les données du problème. C'est à quel point chacun pondère, quoi. Mais la question, en gros, c'est à quel point est-ce que la défense de Bogdanovic le tire vers le bas comparé à un Mike Conley qui est beaucoup moins. Je pense qu'on sera d'accord. Enfin, je te pose la question, mais on est d'accord que sur l'attaquant, on préfère largement l'attaquant Bogdanovic que Conley. Oui, Bogdanovic peut créer davantage de choses que Conley aujourd'hui. Mais c'est vrai que Conley a des tels chiffres d'efficacité Cette année, ouais. là. Ouais, c'est assez énorme pour Conley. Donc c'est vrai que je le mettrais devant Bogdanovic, mais enfin franchement, il n'y a pas un si grand écart que ça. Et c'est vrai que Bogdanovic, il paye peut-être, oui, comme on a dit, sa défense qui est trop problématique, qui est un peu problématique pour son équipe. Mais en même temps, faut remettre dans le contexte que Atlanta est pas non plus une défense élite, sans dire que à Minnesota, Bogdanovic serait un défenseur d'élite. Mais bon, peut-être qu'il y a le contexte qui explique aussi cela. Je sais pas. Non, mais ok. Ouais, je te suis. Non, t'as raison. T'as raison que on peut donner la prime aussi à la performance et le côté, cette année, Conley est très efficace et cette année, il est un peu moins efficace, Bogdanovic. Donc, on peut trancher comme ça. On peut se cacher derrière ça, C'est ça. pour trancher au-delà de la défense. Mais non, mais ça, ok, ça fait sens. Ça fait sens. Mais sachant qu'on a une fourchette, on est d'accord que selon les pondérations, si on nous demande maintenant ou dans 2 heures ou dans 2 jours, peut-être que Bogdanovic, on pourrait le voir un peu aller gratter au niveau Mike Conley, KCP un peu au-dessus, quoi, au final. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok, mettons-le là alors, entre Mike Conley et Keegan Murray. Alors, tu vois, finalement, il finit devant Keegan Murray. Et donc, petit quiz, petit trivia pour finir. Qui est sur le terrain? Nous sommes le 12 décembre 2023. Le 12 décembre 2023, et c'est un record de franchise où il met 3 points dans le match, Bogdanovic. Qui est sur le terrain au moment de ce dernier panier de Bogdanovic pour sceller le record au moment de ce 10e 3 points? C'est contre Denver. Tac. Alors, bon, on va essayer les basiques. Trae Young. Trae Young n'est pas sur le terrain. Ok. Dejounte Murray. Exactement, oui. Ok. Jalen Johnson. Non, pas Jalen Johnson. Clint Capella. Oui, Clint Capella, oui. Non. Ok. Qui est-ce qui pourrait être là? Est-ce qu'il y aurait pas comment il s'appelle, l'ancien joueur de Détroit, Saddiq Bey? Exactement, Saddiq Bey est là. Ok. Et il manque un dernier joueur. DeAndre Hunter? Non, pas DeAndre Hunter, c'est comment dire, un jeune, on va dire, encore relativement jeune. Tarde à exploser peut-être, mais les fans d'Atlanta l'aiment beaucoup, ils attendent qu'il explose. Onyeka Okongwu? Exactement, c'est Okongwu qui est sur le terrain, en même temps que Capella. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait. Ouais. Je sais qu'ils avaient fait quelques minutes ensemble, mais ok. À côté de Denver alors? Bon, on va espérer que ce soit le 5 majeur, donc Jokic. Oui. Murray. Oui. Porter Jr. Oui. Cantavius Caldwell-Pope. Non, pas KCP. Non. Ah si, pardon, c'est KCP, oui. Pardon, KCP, il est là. Ok. Et allez, on va essayer Julian Strother. Non. D'ailleurs, non, pardon, j'ai dit une bêtise. Porter Jr. n'est pas là. Donc il y a Jokic, KCP, Jamal Murray, et il en manque 2. Et il en manque 2. Tac. Qui est-ce qu'il y avait? Christian Brown? Non, il y a 2 fois le même joueur. 2 fois le même joueur, donc il y a la version déjà bonne et la version plus jeune. 2 fois le même joueur? Oula, attends. Il y a la version du présent et il y a la version du futur. Il y a Aaron Gordon. Voilà, c'est Aaron Gordon et Peyton Watson. Exactement, et Peyton Watson, tout à fait. Okay. Tout à fait. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.